Alors, bonsoir à tous. On va pouvoir commencer. Avant de faire l'appel, j'ai une information à vous donner. On a reçu cette semaine la démission de M. Sébastien Lefranc après l'envoi des convocations aux conseillers pour ce conseil. Donc exceptionnellement ce soir, le conseil se tiendra à 28, pas à 29, puisqu'on a un démissionnaire, mais on est hors délai pour convoquer le suivant. Donc alors, je vais faire l'appel. Donc moi je suis là, Thierry Lemaire, Virginie Poulizac, Diane Goïta. Alors, Béatrice Léonel, on a un pouvoir, si jamais elle ne vient pas, elle est probablement en retard. Le pouvoir, c'est Annie Sarrazin. Jean-Yves Gallia. Julien Chignot. Sébastien Beck. Présent. Lisa Zenou. Olivier Robert. Salvatrice Pérez. Donc, Thierry Métayer, absent, et m'a donné pouvoir. Annie Sarrazin. Franck Demonon. Présent. Nathalie Nicolas Nelson. Oui. Samuel Gauger. Présent. Bernard Guénin. Présent. Donc, Charles Camboulin, absente, et a donné pouvoir à Thierry Lemaire. Guy Anceret. Présent. Elisabeth Benjeloun. Présent. Daniel Ferreira. Présent. Sylvain Trevet. Présent. Jérôme Baudrier. Absent. Il nous a prévenu. Marianne Michels. Ludovic Gendrier. Absent. Nathalie Moine. Oui, présente. Donc Félicita Delvenin. Absente. Et Isabelle Godard. Présente. Bien, alors donc la feuille d'émargement est revenue. Le quorum est atteint, donc notre assemblée va pouvoir se tenir. Secrétariat de séance vous propose la candidature de M. Thierry Lemaire. Ça convient à tout le monde? Merci. Et puis comme d'habitude, le personnel administratif est autorisé à prendre la parole si le besoin s'en fait sentir. Alors, on va pouvoir démarrer notre ordre du jour. Donc, ce soir, 12 délibérations. La première, c'est l'adoption du PV du conseil municipal du 4 juillet 2023 que vous avez vu dans le document. Je n'ai pas reçu de remarques ou d'observations avant la séance. Est-ce qu'il y en a en séance ou est-ce qu'on peut le mettre aux voix? Il y a des prises de parole. Ça très bien pour tout le monde. Alors, je propose de le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, le PV est adopté. Merci. Et on va passer à la délibération numéro 2. Et le rapporteur, c'est M. Thierry Lemaire. Décision bonificative numéro 1 du budget communal année 2023. Vu la loi numéro 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales. Vu l'article L. 1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications au budget par l'organe délibérant. Vu le budget primitif adopté par délibération du Conseil municipal en date du 6 avril 2023, considérant qu'il convient de prendre acte des décalages enregistrés par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative, vu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative numéro 1 comme suit. Chapitre 10, variation de 12 234,39, subvention d'investissement 1 479 134,25, emprunt et dette assimilée 1050 €, immobilisation corporelle 120 349,62, au chapitre 23 178 249,59, opération d'ordre 7 403,65 sur un total de 1 798 421,47. En recette d'investissement, nous avons au chapitre 10 moins 20 000 €, au chapitre 13 1 386 382,75, chapitre 21 environ de section moins 227 946,72, produit de cession chapitre 24 600 000 €, opération d'ordre chapitre 040 59 985,44 pour un total d'investissement donc équilibré par rapport aux recettes à 1 798 427,41. Au niveau des débuts, 81,47. C'est exactement ça.
Dépenses de fonctionnement, chapitre 011, diminution de 97 945 de 23. Charge de personnel, chapitre 12, 81 098 49. Chapitre 65, 117 969 07. Charge financière, chapitre 66, 1670 21. Chapitre 68, dotation provision 5074 67. Virement à la virement section d'investissement, moins 227 946 72. Les opérations d'ordre pour 59 985 44 et une diminution des dépenses de fonctionnement de 60 094 07. Concernant les recettes de fonctionnement, chapitre 13, 1000 €. Chapitre 70, 24 684 18. Chapitre 73, moins 45 280 78. Chapitre 74, moins 44 937 06. Chapitre 75, moins 7002 90. Chapitre 78, 4038 84. Opération d'ordre, chapitre 42, 7403 65. Une diminution des recettes de fonctionnement de 60 094 07. Alors, merci Thierry. Est-ce qu'il y a des prises de parole, s'il vous plaît, sur cette décision législative? Oui. Allez-y. Nous, on est content d'ailleurs que Saint-Pathu ait pu obtenir les subventions, parce qu'on est content pour les Pathusiens, parce que c'est des belles subventions que vous avez obtenues. Cependant, nous allons voter contre ces décisions modificatives du budget, parce que ce n'est pas notre budget. À la fois les taux d'imposition qui ont été baissés, mais très peu par rapport à l'augmentation des bases, qui fait que les Pathusiens, malgré tout, ont une augmentation des impôts locaux. Également parce que ce budget comprend la vente des marronniers, également parce que la modalité de calcul des subventions des associations ne nous convient pas, également parce qu'il contient les frais de représentation du maire. Pour toutes ces raisons, on va voter contre le budget et d'ailleurs, nous n'avons toujours pas obtenu les grands livres comptables de l'année passée, qu'on vous a demandé X fois. Donc on aimerait bien pouvoir aussi avoir les éléments de l'année dernière, grand livre comptable 2022 du budget principal et du centre médical. Par ailleurs, concernant le centre médical, le budget du centre médical, ça va être exactement la même chose. Nous allons voter contre, parce qu'il y a eu des revalorisations, des changements dans les loyers qui ne nous conviennent absolument pas. Donc on votera contre. Merci madame. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je peux m'interroger? Oui, bien sûr. De quelle subvention supplémentaire vous parlez dans la décision modificative? Les 1,4 million. Il ne s'agit pas de subvention. Il ne s'agit pas de subvention, il s'agit de régularisation d'éléments amortissables qui sont passés donc en recettes d'investissement et en dépenses d'investissement. Ce sont des jeux d'écriture. Donc ça n'a aucune somme en fait, hein. C'est uniquement un jeu d'écriture, en dépenses et en recettes. Voilà. Est-ce que ça vous fait changer d'avis ou pas? C'est bien dommage. Ah, c'est tout ce que ça vous inspire, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Pas d'autres prises de parole? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Alors, 1, 2, 3, 4. Ok. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Donc, décision modificative adoptée. Merci. Alors, on passe au point suivant. La délibération numéro 3. Modification de la délibération relative à la détermination des durées d'amortissement et des immobilisations. Et le rapporteur, c'est encore Thierry Lemaire. Délibération très technique. Vu la nomenclature budgétaire et comptable 2057, vu les articles L2321 alinéa 27 et R23 21-1 du CGCT, vu la délibération numéro 4 en date du 17 décembre 2022 déterminant les durées d'amortissement des immobilisations, considérant qu'il convient d'ajouter le compte 21 314 du bâtiment culturel et sportif en non amortissable dans les immobilisations corporelles, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, modifie la durée d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles comme suit, dès le rendu exécutoire de cette délibération. Vous avez le tableau qui est affiché. On vous a mis sur la deuxième partie.
c'est le compte 21 314, donc bâtiment culturel et sportif non amortissable. Charge l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement du bien à l'intérieur des durées minimales et maximales définies dans le tableau ci-dessus. Modifie les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles suivantes dès le rendu exécutoire de cette délibération. Les frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L 121-7 du Code de l'urbanisme à 10 ans. Les frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisation à 5 ans. Les frais de recherche et de développement à 5 ans. Les brevets, durée du privilège dont ils bénéficient ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève. Les subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenties aux entreprises à 5 ans. Les subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou des installations à 15 ans. Les subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des projets d'infrastructure internationale, logement social, réseau, très haut débit à 30 ans. Décide que la méthode d'amortissement appliquée est la méthode linéaire pro rata temporis, les dépréciations étant réparties de manière égale sur la durée de vie du bien. Décide que le seuil d'amortissement des biens de faible valeur est fixé à 1 500 € et précise que cette norme s'appliquera au budget général et au budget annexe du centre médical des sources. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole? On peut passer au vote. Donc, c'est la même délibération que le point, on va juste rajouter dans le tableau la ligne que l'on vous a citée. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. La délibération numéro 4, et ce sont les admissions en non-valeur au titre de recette qui nous rapportent. C'est Nathalie Nicolas Messé. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction comptable et budgétaire M57, vu la demande de la trésorerie de Meaux pour une admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour un montant total de 2 157,15 € correspondant à des prestations du service périscolaire. Considérant que l'admission en non-valeur est une mesure budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable, les créances irrécouvrables sans éteindre le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, admet et non-valeur à l'article 6541 les titres de recettes suivants pour un montant total de 2 157,15 €. Je vous laisse consulter le tableau qui est affiché sur l'écran. Merci. Merci Nathalie. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole là-dessus? Donc, bon, ça les fait sortir hein, des lignes comptables, mais ça n'éteint pas la dette, hein, comme c'est bien expliqué dedans. On va savoir que sur les petites sommes, le Trésor public, après, n'a malheureusement pas les moyens souvent de retrouver les gens. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté. Merci. La délibération suivante, c'est Franck de Monon, le rapporteur, et c'est pour des admissions en non-valeur pour les créances et comptes. Le Code général des collectivités territoriales, l'instruction comptable et budgétaire M57, considérant que la commune de Saint-Patrice a accordé une garantie d'emprunt à hauteur de 100% à l'Association nationale pour la réalisation d'établissements sociaux en RES auprès de la banque Dexia. Considérant que la créance de Dexia au titre du prêt a été admise au passif de la liquidation judiciaire de ANRES et qu'elle a fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité, considérant que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond, mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, admet en non-valeur pour créances éteintes au compte 6542 les échéances Dexia 2022 pour un montant total de 62 217,73 €. Merci Franck. Le tableau qui est affiché.
Donc, merci. Quelques petites explications. Vous savez que c'est une délibération qu'on prend chaque année, hein, ça c'est technique. Pour les gens qui n'étaient pas là dans le conseil il y a quelques années, en 2008, quand nous avons été élus pour la première fois, il résultait un projet sur les anciens services techniques où la commune avait vendu à l'époque le terrain à cette fameuse association RES et garanti le prêt. Donc on s'est bagarré pendant une dizaine d'années en justice. On a fini quand même par obtenir des choses, qu'on savait que la garantie d'emprunt, de toute façon, il faudrait un jour la payer. Et je vous en reparle dans les informations en fin de conseil, puisqu'on a eu des bonnes nouvelles ces derniers temps, ce qui nous rassure dans le fait qu'on a bien fait de se battre ces dernières années. Je vous en parle tout à l'heure dans les informations. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. La délibération numéro 6, c'est la modification du budget annexe du centre médical des sources, et c'est Thierry Lemaire, le rapport. Vu la loi numéro 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales. Vu l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications au budget par l'organe délibérant. Vu le budget primitif adopté par délibération du Conseil municipal en date du 6 avril 2023, considérant qu'il convient de prendre acte de décalage enregistré par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative, vu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal, afin d'avoir délibéré, approuve la décision modificative numéro 1 comme suit. Toute variation sur les dépenses d'investissement, donc avec 30 € au niveau du chapitre 21. Et sur les recettes, on retrouve en opération d'ordre 30 €. Et concernant les dépenses de fonctionnement, charge chapitre 11 moins 866,26, chapitre 65 plus 700, opération d'ordre 30, donc une diminution des dépenses de 136,26 €. Au niveau des recettes de fonctionnement, produit des services plus 3918,52, autres produits de gestion courante, chapitre 75, moins 4054,78, soit une diminution des recettes de 136,26 €. Merci. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non, alors juste un petit commentaire que vous avez cité tout à l'heure, la moine, dans votre commentaire sur le budget général, en parlant de ce budget-là, disant qu'on avait augmenté les loyers. Je vais faire un petit rappel simplement en disant que aujourd'hui, les loyers du centre médical ont été établis pour permettre l'installation et le développement d'un maximum de professions libérales, et je vous en reparlerai dans les infos tout à l'heure. On a aussi d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer à ce niveau-là. Simplement, les augmentations qu'ont subies les praticiens, pour la plupart, ce sont les augmentations des charges, de leurs charges, puisque l'eau et l'électricité à l'intérieur des cellules, sur les parties communes, c'est nous qui les prenons en charge, mais dans leurs cellules, c'est évidemment eux qui les payent. Ce sont malheureusement des augmentations qu'on a tous eues à la fois dans nos communes et dans nos familles, pardon, et à la fois à la commune aussi, sur les fluides, donc électricité, eau, etc. Sur l'augmentation des loyers, nous n'avions jusqu'à présent pas appliqué l'indice de la construction, que nous avons appliqué cette année pour la première fois, ce qui leur fait une augmentation de 6% en moyenne sur 11 € du mètre carré. Vous faites le calcul, 6%, c'est une petite augmentation, c'est en dessous de l'inflation, et l'inflation cumulée depuis 5 ou 6 ans, qui sont dedans, puisqu'on a inauguré en 2017, on est en 2023, donc 6 ans, et sur lequel il n'y avait eu aucune augmentation. Le deuxième commentaire que je souhaiterais faire, c'est de dire simplement que cet investissement qu'a fait la commune était à destination du bien-être des Bathusiens, pour essayer d'obtenir un maximum de professions médicales qui restent sur la commune. Ce sont les professions libérales, qui par définition, si elles étaient à l'extérieur, le loyer moyen d'un cabinet médical aujourd'hui, il n'est pas en dessous de 24 € du mètre carré, et on est à 11 € plus les 6%, donc 11 € et quelques virgules. Je maintiens que notre travail n'est pas de faire de l'argent, mais il n'est pas non plus d'en perdre.
sur ces professions-là, que l'on facilite pour le bien de nos habitants la présence de ces professions-là. C'est évidemment notre rôle, c'est tout à fait normal et c'est ce que l'on a fait et c'est ce que l'ensemble du Conseil à l'époque avait voté, majorité et opposition comprises, et c'était une très bonne chose puisque ça nous avait permis de réaliser le centre médical. Après, l'augmentation des loyers, oui, moi je choisis et mon équipe choisit de vivre dans la réalité et pas dans le monde des bisounours et de continuer à ne pas augmenter. Ça aurait été absolument délirant par rapport à la situation. Voilà. Donc c'est la justification de l'augmentation du loyer. On a le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais j'avais aussi le droit de l'exprimer au nom de l'ensemble des conseillers de la majorité. Alors je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Alors, 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Adopté. Merci. Alors, la délibération suivante, c'est Lisa, le rapporteur. Régularisation du montant de la subvention versée au titre de l'année 2022 à l'association ESSPO Athlétisme. Vu l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales établissant que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Considérant que les associations sont des partenaires privilégiés complétant l'action publique communale et qu'elles ont besoin du soutien de la commune pour fonctionner. Considérant que la collectivité n'avait versé que la somme de 306,05 € à l'association ESSPO Athlétisme car cette dernière n'avait pas transmis les règlements de ses adhérents effectués pour la perte d'accès aux infrastructures qu'elle avait en sa possession. Considérant que l'association a régularisé sa situation, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de verser la somme complémentaire de 712 € à l'association ESSPO Athlétisme au titre de la subvention 2022. Précise que ces dépenses seront imputées au chapitre numéro 65, article numéro 65-74. Merci Lisa. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Allez-y. Oui, moi, comme de la même façon qu'on a voté non suite à la modification du calcul pour les subventions aux associations, cette fois-ci on revotera non, parce qu'on a voté non aux dernières fois, et que bien sûr qu'on est pour favoriser les associations, les aider, etc. Mais cette carte en plus, là, concerne l'association d'athlétisme, l'accès aux infrastructures, les infrastructures de l'athlétisme à Saint-Pathu. C'est pas, il n'y a pas de piste d'athlétisme, la plupart du temps les gens courent dehors, etc. C'est une association où il y a... Non, mais franchement, c'est inadmissible ce genre de comportement et de réaction, et d'autant plus qu'il y a quand même de fortes présomptions sur la régularité de cette façon d'attribuer des cartes, puisque on ne sait pas comment c'est bien géré concernant, par exemple, l'accès aux données par la commune, aux données associatives, parce que la commune n'a pas à avoir accès aux données des différentes associations. Et notamment, on aurait aimé savoir si vous avez été en contact avec la CNIL concernant ce sujet. Alors, on va faire plusieurs réponses. Ce serait bien quand même que vous travailliez un tout petit peu vos dossiers, que vous soyez au courant des choses. Parce que quand vous parlez des cartes pour l'athlétisme, effectivement, les adultes, c'est pas pour les adultes, les cartes, c'est pour les enfants qui, eux, utilisent et courent à l'intérieur du gymnase et utilisent le gymnase. C'est bien hein, d'avoir un avis, c'est louable, mais bon, faut un petit peu savoir de quoi on parle et un peu travailler ces dossiers. La deuxième chose, sur la régularité des cartes et sur la régularité des choses, nous avons ici à la commune un DPO qui a répondu au questionnement de la CNIL l'année dernière, puisqu'on sait que vous en particulier et 2-3 associations qui n'étaient pas pour cette histoire de cartes, ils ont le droit de ne pas être pour, avaient saisi la CNIL. Nous avons fait les réponses à la CNIL et prouvé notre bonne foi, et la CNIL a absolument acquiescé le système des cartes tel qu'il est fait aujourd'hui et tel que les données sont protégées. Je répète que nous n'avons aucune donnée sur les associations, hein, puisque les seules données que nous croisons, ce sont les données que les associations nous donnent sur le nombre d'adhérents pour pouvoir calculer la subvention et sur les cartes que nous vendons. Donc le rapprochement est assez
simple à faire, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pharaoniques pour ça, c'est d'une simplicité extrême et il n'y a pas de croisement de dossiers ou de données personnelles envers les gens sans que sur les cartes, l'intégralité des nomenclatures qui doivent être apposées sur les cartes soit apposée. Une DPO, pour votre information, sur notre budget général, c'est un coût à 13 ou 14 000 euros à peu près chaque année. Elle est en mairie quasiment une fois par mois, si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Un petit peu moins, ouais, voilà. Et elle surveille, tout comme elle a surveillé par exemple la mise en place du nouveau site internet avec toutes les nomenclatures qu'il fallait pour que les gens puissent accéder aux différents fichiers sur l'urbanisme, sur le scolaire, etc. Tout est fait dans les règles de l'art, comme nous le faisons à chaque fois pour tout. J'aurai aussi l'occasion d'en reparler tout à l'heure, puisque c'est assez rigolo, mais à chaque fois qu'on est attaqué en justice, nous on gagne. Voilà. Donc on ferme la parenthèse sur ce truc-là. Nous on préfère donner de l'argent aux associations quand ils en demandent et quand ils organisent des choses. C'est pour ça que nous on votera pour donner de l'argent aux associations. Voilà. Je propose qu'on passe au vote. Je peux me permettre, s'il vous plaît? Oui. Vous venez de dire que c'était pour les enfants, mais à aucun moment ce n'est écrit dans les documents, personne ne pouvait le savoir. Alors, si vous étiez un petit peu plus présente au conseil municipal depuis plusieurs années, mais Michel, j'ai pas besoin de recevoir de vous quand on a été absent pendant plus de 2 ans au conseil municipal. Je pense qu'au lieu de faire des réflexions comme ça, on ravale sa salive, on va travailler ces dossiers et derrière on pose des questions qui sont intelligentes. La réflexion n'est pas bête, je vous dis simplement qu'il n'est pas marqué ce que vient de nous dire Madame Besnou, que c'était pour les enfants, les cartes des enfants. Et je vous demande d'arrêter d'être méprisant, comme vous dites à chaque fois. Et je vous dis que si vous aviez été là, quand on a mis les cartes et qu'on a bien expliqué que c'était pour les gens qui les utilisaient, il y a des associations qui ne sont pas soumises aux cartes parce qu'ils n'utilisent pas l'infrastructure. Donc ça a été dit au moment où ça a été mis en place. Donc il fallait être là au moment où ça a été mis en place. Dommage. Voilà. Je peux vous donner un exemple, c'est que le tourisme n'est pas soumis aux infrastructures. Voilà. Alors, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Alors, 5 votes défavorables, les associations apprécieront, et adopté. La délibération suivante, Lisa, c'est encore. Versement d'une subvention exceptionnelle à l'association ESSPO Athlétisme, vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits de liberté des communes, départements et régions. Vu l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales, établissant que l'attribution de la subvention donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Vu l'organisation des 34e foulées vertes par l'association ESSPO Athlétisme le 8 juin 2023, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association ESSPO Athlétisme d'un montant de 723 € pour l'organisation des 34e foulées vertes. Précise que cette dépense sera imputée au chapitre numéro 65, article numéro 65-74. Merci Lisa. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Donc c'est la régularisation, comme chaque année, de l'équilibre du budget des foulées, comme c'est bien indiqué dans la délibération. On a toujours une demande, ils savent qu'on participe jusqu'à une certaine hauteur et ils présentent le budget des foulées et généralement quand c'est plus de 1 000 €, le solde, le montant de la subvention est validé et généralement est validé par ce conseil. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. La délibération numéro 9, et c'est Virginie Modification du tableau des effectifs des emplois permanents. Vu le Code général des collectivités territoriales. Vu le Code général de la fonction publique. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale. Vu l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant qu'il s'avère indispensable d'ajuster le tableau des effectifs à l'activité du service public. Considérant l'avis du comité social territorial en date du 20 octobre 2023, vu l'exposé du rapporteur,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide les modifications suivantes au tableau des effectifs des emplois permanents. Suppression, un poste de rédacteur, création, un poste adjoint administratif, motif, recrutement, coordinatrice événementielle. Filière animation, suppression, un poste d'animateur principal deuxième classe, motif, poste non pourvu. Un poste d'adjoint d'animation de deuxième classe, motif, départ à la retraite. Filière technique, un poste d'agent de maîtrise, motif, départ à la retraite. Un poste d'adjoint technique principal première classe, départ à la retraite. Filière police municipale, création, un poste de brigadier chef principal, motif, renfort de la police municipale. Création d'un poste de gardien brigadier, motif, renfort de la police municipale. Établi comme suit le tableau des effectifs des emplois permanents de la commune. Alors, on ne va pas le détailler, hein, c'est tout classique, ça reprend l'ensemble des filières. Donne tous les pouvoirs à Monsieur le maire pour signer tous les actes à intervenir en vue de la bonne application de la présente. Précise que la dépense est inscrite au budget 2023. Alors, des petits commentaires comme d'habitude. Je rappelle que les créations de postes ou les suppressions de postes, ce ne sont pas, dans la fonction publique, des postes supprimés. Ce sont des gens qui ont pu monter sur un autre poste parce qu'ils ont changé de grade, par exemple, et que le poste dans lequel ils étaient n'est plus pourvu parce qu'ils en ont occupé un autre, parce que l'autre poste était créé. Voilà. Donc, pour ne pas avoir pléthore de postes ouverts, à chaque fois, et ça fait quelques temps qu'on le fait, à chaque fois, on ajuste le nombre de postes ouverts, soit au recrutement que l'on sait à venir, soit aux différentes montées en grade, échelons, ou départ, ou arrivée de personnel. Donc comme d'habitude, avant de vous être présenté, puisque ce sont les règles habituelles, c'est présenté au CST, donc c'est pour les gens de l'extérieur, c'est le CE extérieur, hein, voilà, c'est le CE. L'instance représentative du personnel et des élus à égale partie, auxquels on présente ces choses-là et qui les votent avec nous. Est-ce qu'il y a des prises de parole ou est-ce que l'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci pour eux. La délibération numéro 10, et c'est Tidiane, le rapporteur, ce sont les conventions annuelles de piscine. Merci, Monsieur le maire. Adoption des conventions d'accès au centre aquatique pour la pleine oxygène pour la période scolaire 2023-2024 pour les établissements scolaires Charles Perrault et Antonio Vivaldi. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les conventions d'accès au centre aquatique du Ménil-Amelot pour la période scolaire 2023-2024, présentée par la société Vert Marine en charge de la gestion du centre aquatique de la pleine oxygène, concernant les établissements scolaires Charles Perrault et Antonio Vivaldi, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les conventions annexées à la présente délibération, autorise M. le maire à signer les conventions pour l'année scolaire 2023-2024 avec la société Vert Marine en charge de la gestion des centres aquatiques de la pleine oxygène au Ménil-Amelot. Merci Kylian. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Donc on vous a mis les deux. Avant il n'y en avait qu'une seule pour les deux écoles. Maintenant il y en a une par école, les conventions. Hein. Vous les aviez en pièces jointes. Bon, c'est les mêmes, c'est standard comme d'habitude. Je ne sais pas si vous avez des questions dessus. Si les niveaux des enfants auxquels ça correspond, c'est CE2 et CM2. C'est ça, je ne sais pas si c'est ça. Pas de questions, on peut passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté, merci pour eux. La délibération numéro 11, et c'est Jean-Yves Lévert, le rapporteur. Autorisation d'encaissement d'un chèque de remboursement d'un carreau cassé lors de la location de la grande salle des Bruniers le week-end du 3 et 4 juin 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que lors de la location de la grande salle des Bruniers le week-end du 3 et 4 juin 2023, un carreau a été cassé et que l'assurance des locataires n'a pas répondu aux deux demandes d'indemnisation. Considérant que le coût de remplacement de ce carreau s'élève à 218,40 €, considérant qu'un accord a été trouvé avec les locataires qui acceptent de payer le prix du remplacement,
Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à encaisser le chèque de remboursement concernant le remplacement du carreau cassé d'un montant de 218,40 €. Merci, j'arrive. Une petite précision, alors habituellement vous ne voyez pas ce genre de délibération passer, puisque généralement c'est des assurances, donc c'est des remboursements d'assurance, et donc ça passe dans les décisions du maire, il n'y a pas besoin de prendre une délibération. Mais là les gens n'ont pas voulu passer par leur assurance, ils ont réglé directement, et donc comme ils font un chèque, il faut une délibération du conseil pour autoriser le maire à encaisser le chèque. Voilà. Un peu lourd comme administratif, mais c'est la loi, donc on est obligé de le faire. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délit? Je ne pense pas. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté. Merci. Alors, la délibération numéro 12. Acquisition en état futur d'achèvement de 2 cellules non aménagées en rez-de-chaussée de l'opération de construction du promoteur. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu le Code de l'urbanisme, vu le Code de la construction et de l'habitation. Vu la délibération numéro 10 du Conseil municipal en date du 4 juillet 2023, adoptant le principe de la désaffectation des parcelles ZD 135 et ZD 211 pour partie, et approuvant la cession par la commune à titre onéreux à la société Atlan pour un montant de 590 000 € des dites parcelles dans le cadre de l'optimisation de la gestion du patrimoine de la commune en vue de la réalisation d'un programme immobilier. Vu le dossier de permis de construire qui a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 septembre 2023 sous le numéro PC 077 430 22 3032. Vu le plan des cellules du rez-de-chaussée de l'opération autorisée, vu l'avis des services des domaines en date du 13 octobre 2023, estimant à 327 000 la valeur des cellules, considérant que la commune a saisi l'opportunité de ce projet pour envisager l'acquisition des cellules en rez-de-chaussée en vue d'y installer à proximité de la mairie, en cœur de ville, dans le respect des dernières normes de sécurité et d'accessibilité en vigueur, des locaux destinés à être ouverts au public et notamment le local de la Poste, le local de la police municipale. Considérant qu'il s'agit de cellules brutes avec juste le clos couvert, fluides en attente et dont l'aménagement fera l'objet d'un marché indépendant. Considérant que la commune n'entend pas se porter témoin des logements qui seront construits dans cette opération et qui constituent la majorité de l'opération de construction. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise l'acquisition en l'état futur d'achèvement conforme à l'article 1601-3 du Code civil de 2 cellules non aménagées en rez-de-chaussée de l'opération autorisée par le PC numéro 077 430 22 3032 et selon les plans préalablement fournis, moyennant le prix de 300 000 € hors taxe, en vue d'y implanter notamment la Poste, la police municipale. Autorise monsieur le maire à accomplir toutes les démarches et signer la promesse de vente en l'état futur d'achèvement et la vente en l'état futur d'achèvement sous les conditions visées au présent et aux autres charges et conditions d'usage et à en supporter les frais. Autorise monsieur le maire à signer tout bail à venir avec la Poste et mandate l'office notarial aéronaute, notaire à Saint-Athus-Damartin et Louvre, à l'effet de rédiger et signer ces contrats. Alors, quelques petites précisions. Donc, vous avez vu que sur les prix de vente et sur les prix d'achat, donc sur les prix de vente, l'estimation des domaines était de 534 000 et on vend à 590, donc on vend plus cher que l'avis des domaines, donc la commune n'est pas lésée. Et pour le rachat des parties qui nous intéressent, les domaines ont estimé à 327 et on rachète à 300 000. Donc, pareil, dans le sens, la commune est gagnante, le delta se situe aux alentours de 83 000 €. Donc ça, c'est une première délibération, il y en aura 2 autres à venir. La prochaine, ce sera une fois que la Poste aura déménagé, puisqu'on va le temps des travaux, elle sera accueillie dans la mairie, juste en face, dans la partie du bout du couloir, là, avec le petit bureau et l'entrée, le temps du chantier. Une fois qu'elle sera sortie du bâtiment, il y aura le déclassement définitif et une autre délibération, donc quelques jours après, pour l'autorisation à la vente, puisqu'il faut que la délibération soit exécutoire et donc qu'elle ait été transmise en préfecture, ce qui nous obligera à faire au moins 2 conseils encore d'ici la fin de l'année, probablement rapprocher l'un et l'autre. Voilà, est-ce que vous avez des prises de parole là? Oui, j'ai une petite question. Je voulais savoir quelle était la surface des cellules qui vont être achetées par la commune. Alors,
La Poste a besoin de 77 mètres carrés, c'est ça? C'est ça, et nous on récupère le reste. Enfin, on rachète la totalité de la surface, on en a fait 77 à un bureau de poste, et puis le reste, police municipale, et on verra, suivant ce qui nous reste, puisqu'on est aussi à court de certains bureaux, donc il est possible qu'il y ait peut-être certains autres services qui soient transférés là, ou salle de réunion, ou autre, voilà. Enfin, la surface telle qu'elle est au rez-de-chaussée aujourd'hui, 221 mètres carrés en totalité. Donc moins 77 voilà. Pour la Poste, il reste en gros 150, à peu près 150 mètres carrés. Et autre question, concernant l'aménagement de la Poste qui peut-être va être particulier suite à, puisqu'elle peut avoir des aménagements spécifiques liés à ses actions, à ses activités bancaires, c'est un aménagement que la mairie va supporter ou c'est la Poste qui va faire un devis et ensuite aménager à ses propres frais? Alors, la vente en état futur d'achèvement, c'est aussi pour ça qu'il y a un delta. Vous imaginez bien qu'on a travaillé de concert et avec la Poste et avec le promoteur, que leurs architectes, etc. ont travaillé ensemble. C'est nous qui supporterons l'aménagement de la Poste et on a déjà le cahier des charges, donc on sait exactement déjà où est-ce qu'on va en termes d'argent pour ne pas en perdre. L'intérêt, il est aujourd'hui, il y a deux intérêts. Le premier, c'est de continuer à valoriser un patrimoine communal qui aujourd'hui est absolument plus, pour ce bâtiment-là, c'est pas le seul, hein, la mairie aussi, bon, mais sur ce bâtiment-là, on avait un locataire qui était la Poste, hein, puisqu'on a un bail avec eux, et il faut savoir que les bâtiments sont un peu vieillots, que de nombreuses fois il y a eu des fuites à la toiture, que le bâtiment n'est pas super isolé, donc en termes de conditions environnementales, aussi bien pour les économies d'énergie que pour le confort des gens qui travaillent à l'intérieur, on va dire que c'était quand même plus proche du pourri que du bien. Donc l'idée c'est de pouvoir financer à coût le plus égal possible pour nous, la possibilité de refournir à la Poste des locaux modernes, engageants et avec évidemment l'engagement de leur part, et on a un engagement écrit puisqu'on a un projet de bail, de futur bail, avec un tarif, etc., pour avoir des locaux dignes de ce nom et surtout pour nous permettre avec eux de pérenniser l'activité de la Poste. On aura l'occasion d'en reparler, mais quand on les a rencontrés, je n'invente rien, hein, vous le savez, l'activité de la Poste a énormément chuté. Aujourd'hui, quand ils voient 35 ou 40 personnes par jour, c'est bien le maximum. Alors, certes, ils ont beaucoup de choses qui sont par Internet, ils ont encore beaucoup d'activités colis, en particulier à Noël, etc. Mais tout ce qui est bancaire, c'est beaucoup dématérialisé. D'ailleurs, que l'on ait fait les travaux ou pas fait les travaux, ils vont retirer le distributeur, hein, puisqu'ils étaient à moins de 5 retraits par jour. Et donc, pour eux, c'est absolument pas rentable. Alors, ils l'auraient laissé en matière de service public si on n'avait pas un autre sur la commune. Et comme il y a ceux du Crédit Agricole, dans les accords qu'ils ont avec l'État sur la présence postale en commune et sur l'obligation d'un minimum de services pour la population, ils ont cette ruse-là. Quand il y en a un autre, ils peuvent le retirer. Donc vous imaginez bien qu'ils en ont profité. Voilà. La surface se réduit aussi, et puis de toute façon, ils sont en pleine restructuration, donc je pense que, sans rien dévoiler, puisque pour l'instant rien n'est figé avec eux, hormis l'engagement de rester, je pense que dans les années à venir, l'amplitude, malheureusement, l'amplitude d'ouverture du bureau sera très certainement revue à la baisse. J'aimerais que ce soit le contraire, on se battra pour que ce soit le contraire, mais malheureusement, je pense que ce sera ça. Donc un des moyens d'essayer de figer le truc, voilà, c'est de leur mettre à disposition des locaux dans lesquels ils n'aient pas envie de partir, qui soient un peu plus agréables et surtout plus adaptés à l'activité aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, on a retiré le centre de tri, on a concurré le centre de tri. Derrière, il y a l'appartement de l'ancien receveur qui ne sert plus non plus. Donc voilà, enfin, le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, il n'est absolument plus adapté du tout à l'activité de la Poste, et ça pouvait être un des motifs de leur part pour mettre les voiles. Voilà. Donc c'est vraiment, l'opération elle est faite vraiment en deux sens,
Alors, on avait besoin de locaux pour la PME, ça tombe bien aussi, hein, mais on avait surtout besoin d'essayer de conserver les services de la Poste sur la commune, et c'est prévu, ça sert à ça, la démarche sert à ça. Quoi peut dire d'autre là-dessus Peut-être que c'est le reste. J'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Dernière question, est-ce que vous pensez que les aménagements, enfin je pense que c'est ce que vous m'aviez dit, mais j'ai peut-être pas mal saisi, les aménagements donc, futurs vont être compris dans l'enveloppe qui vous reste de la vente? Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Donc ça ne dépassera pas le budget, et donc ça serait... Ok. Aucunement. Il nous reste à peu près 250, pendant même plus de 270. Ouais. D'accord. Donc opération. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Donc 4. Est-ce qu'il y a des abstentions? 1. Donc adopté. Merci. Alors, on va passer au compte rendu de délégation, donc de décision, pardon, les décisions. Donc une décision numéro 11 portant modification de la régie de billetterie de la saison culturelle et une décision numéro 12 portant clôture de la régie d'avance billetterie de la saison culturelle. Ce sont des modifications qui ont été faites suite au changement et la possibilité de réserver par madame. Voilà, pardon. Décision numéro 13 portant un signature d'un avenant au contrat d'assurance véhicule à moteur pour la résiliation de l'assurance du véhicule Peugeot 3008. Une décision numéro 14 portant signature d'un avenant au contrat d'assurance véhicule à moteur assurant une camionnette Citroën Jumpy. Une décision numéro 15 portant signature d'un avenant numéro 11 au contrat d'assurance véhicule à moteur assurant une camionnette Peugeot Partner, une camionnette Renault Trafic et portant résiliation de l'assurance des véhicules Citroën Berlingo et Renault Kangoo. Une décision numéro 16 portant signature d'un contrat de service SP+, avec la Caisse d'épargne Île-de-France pour le renouvellement de la souscription au service de paiement en ligne pour le périscolaire. Ça, c'est régulier. Avant de passer aux différentes questions, je vais vous donner un certain nombre d'informations parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à nous dire. Donc, sur nos amis, si on peut les appeler ainsi, gens du voyage. Deux informations principales. La première, sur l'occupation du parking, les deux propriétaires des cellules ont évidemment déposé une plainte au pénal et ont fait un référé pour demander une expulsion. Donc on en est là, c'est dans les mains de la justice. Ça peut prendre parfois un petit peu de temps. Concernant les ordures que les autres avaient laissées, alors, parce que c'était les mêmes, hein, qui ont déménagé, elles ont été retirées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on avait entamé un bras de fer en particulier avec la préfecture. Donc je remercie la communauté de communes, c'est elle qui aujourd'hui nous a envoyé de quoi ramasser. Parce qu'en fait, il faut quand même que vous sachiez que dans vos impôts, les autorités préfectorales donnent une subvention à une association, alors ça s'appelait la Rose des Vents avant, ça s'appelle Equalis maintenant, qui est une association qui est censée gérer les gens du voyage. Et elle a des budgets pour, quand il y a une installation illicite, poser une benne. Alors, habituellement, l'association Equalis en paye la moitié et les gens du voyage payent l'autre moitié. Donc en gros, une benne, c'est 650 €, hein, près. Donc vous voyez que quand ils remplissent une benne comme ça, ça ne leur coûte que 300 €. L'association Equalis, nous l'avons saisie dès l'installation, et elle nous a dit « Ah ben oui, mais on est en octobre, vous ne vous rendez pas compte, nous on n'a plus de budget, il faut attendre janvier. » Donc j'ai saisi le préfet en disant que c'était absolument pas acceptable d'entendre ce genre de réponse. Et donc, résultat des courses, ça a tergiversé et traîné un petit peu, et je ne voulais pas, l'équipe majoritaire ne voulait pas, que ce soit une fois de plus la commune qui, sur ses deniers personnels, c'est-à-dire sur vos deniers, puisque la commune, c'est l'ensemble des habitants qui payent des impôts, une fois de plus, prennent en charge quelque chose qui n'est pas de notre ressort et sur lequel on n'a à rien demandé. Pour votre information, le nombre de bennes déjà avec ce que nous ramassons dans la commune sur les différentes incivilités, alors il n'y a pas que des gens de la commune, hein. On va être très clair, il y a beaucoup de dépôts sur les chemins aux alentours qui sont sur notre territoire, qui ne sont pas forcément des gens de la commune. Il y a aussi des petits malins qui pensent qu'ils ne le payent pas, mais malheureusement, s'ils payent des impôts, ils le payent, hein, comme tout le monde. On fait quand même pratiquement 20 bennes à l'année. Plus d'une benne par mois pour des choses qui ne devraient pas se retrouver sur le domaine public. Donc je vous ai donné le prix de la benne, vous faites un rapide calcul, vous voyez combien ça coûte. Voilà. Donc
je suis assez content qu'on ait gagné le bras de fer, parce que je ne voulais absolument pas que ce soit les Pathusiens qui en soient de leur poche pour ça. Concernant, parce que j'ai eu certaines questions, donc j'en profite pour répondre, concernant l'eau, malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper, puisque les bornes à incendie, elles sont toutes reliées ensemble, donc si je voulais couper la borne à incendie du supermarché pour les empêcher d'avoir de l'eau, ça attaquerait la défense incendie de l'ensemble de la commune. Il n'en est évidemment pas question. Pour la sécurité des gens, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Et sur le vol d'électricité, même les propriétaires du bâtiment ne sont pas lésés, puisqu'ils coupent les compteurs, et que ces gens-là se branchent directement sur l'alimentation EDF avant le compteur, avant même le compteur. Donc c'est EDF qui est volé en électricité. Mais ça, malheureusement, se brancher sur la haute tension. Quand on appelle EDF pour les débrancher, les ouvriers d'EDF, eux, ne veulent pas toucher. Ils nous disent que c'est des fous de mettre les doigts là-dedans, parce que voilà, c'est excessivement et extrêmement dangereux, surtout quand les appareils sont en tension. Donc voilà sur l'épisode jour du voyage, ce que je pourrais vous donner comme information. On aura le 14 décembre, dans le centre culturel des Bruniers, une réunion publique. Donc ce sera la dernière de l'Interco, une réunion publique sur la mise en place de l'art à Réunion. Alors, je vais vous donner juste quelques petites infos, je ne vais pas dévoiler l'ensemble des choses. Il faut aujourd'hui oublier la première version qui vous avait été proposée. Parce qu'il y a un certain nombre de changements qui ont été opérés par l'État, en particulier sur les ordures ménagères, puisque vous savez que les conditions environnementales aujourd'hui des lois qui sont promulguées font qu'il faut absolument essayer de moins enfouir et qu'il faut essayer de moins incinérer. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de recycler un maximum. Donc sur le verre, le tissu et le papier carton, tout ça, c'est à peu près faire, hein. Il y a des moyens de ramassage qui sont différents, soit en apport volontaire, soit en ramassage à domicile. En ce qui concerne les ordures ménagères, vous allez avoir une séparation entre ce qui reste dans les ordures ménagères, c'est-à-dire excessivement peu, et tout ce qui est biodéchets. Parce que tout ce qui est biodégradable ne pourra plus aller dans la poubelle d'ordures ménagères. On va passer, et ça ils vous l'expliqueront, en apport, alors soit pour ceux qui ont des jardins, soit en compost, soit en apport volontaire sur des bornes qui seront situées au même endroit que les bornes à verre, voilà, pardon, merci, je cherchais les mots, où on pourra aller déposer tout ce qui est, donc tout ce qui sera épluchure, reste alimentaire, etc., tout ce qui est biodégradable et qui sera utilisé et recyclé d'ailleurs par le SMITOM, ce qui nous permettra d'abord de réduire le coût, le poids de ce qui est incinéré, donc forcément le coût. Je vous rappelle que sur le tonnage de choses qui sont incinérées au SMITOM à Montion, l'État vient de mettre une taxe à 30%, et le coût des énergies a été estimé aux alentours de 18%. C'est-à-dire que sans rien faire, en continuant à incinérer ce que l'on incinère aujourd'hui, si on ne baisse pas le volume, on a une augmentation de 48%, donc quasiment 50%. Voilà. Donc, pour réduire au maximum tout cela, il faut essayer de réduire ce que l'on collecte et surtout réduire ce que l'on va incinérer ou enfouir et augmenter ce qui est recyclable. Voilà. Mais tout ça vous sera expliqué excessivement bien à cette réunion. Et par contre, le principe effectivement de dire que l'égalité sera sur le fait que moins vous produisez d'ordures ménagères et moins vous payez, ça effectivement ce sera, mais vous verrez, je vous laisse découvrir ça, on a encore un petit peu de temps. Vous faire une information sur quelque chose qui montre bien le total des engagements de l'État et la honte même que ça procure. Oui, des engagements, pardon. Vous vous souvenez, vous avez parlé l'année dernière, à grand renfort de médias, vous avez entendu parler du filet de sécurité pour les collectivités. L'État mettait énormément d'argent sur la table pour aider les collectivités à absorber la hausse des coûts des énergies, donc en particulier le gaz et l'électricité pour le chauffage. Donc le Trésor public nous avait gentiment écrit en nous disant d'après nos estimations, le filet de sécurité pour vous devrait se situer aux alentours de 150 000 €. Bon, très bien, monsieur le trésorier, c'est gentil, ça va vous aider un petit peu, hein. On en a eu pratiquement 800 d'augmentation. Bon, voilà,
assez sympathique. Et le Trésor public nous disait, mais pour finir 2022, vous pouvez demander une avance d'un tiers de cette somme. Donc il nous avait été versé 47 079 € précisément. Donc au budget de l'année dernière, donc, de cette année, vous l'aurez dans la rectification dans la prochaine EDM, la dernière avant la fin de l'année, nous avions encore une somme à percevoir. Depuis plusieurs mois avec Thierry, nous n'avions plus de nouvelles des finances publiques sur ce sujet, donc on avait été excessivement prudent, on n'avait rien inscrit sur la somme qui nous restait à percevoir, qui était quand même normalement entre 70 et 100 000 € à peu près. Puisque nous n'avions pas les modalités, en fait, ça nous avait été donné comme ça, mais nous n'avions pas les modalités d'obtention de ce fameux filet de sécurité. On se doutait bien qu'il y avait des conditions, mais on ne les connaissait pas. Alors vous allez rire, parce que les conditions, en fait, c'est celle-ci, c'est qu'il fallait une hausse de 50% des dépenses constatées en 2022 au titre de la revalorisation du point d'indice, et puis une hausse de 70% des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain, d'achat de produits alimentaires, etc. Bon. Donc ça rentrait à peu près dedans. Mais, et c'est là le côté pervers, c'est qu'il y avait une petite virgule qui nous disait qu'en fait, il fallait quand même que la commune, sur son taux d'épargne brut, ait une baisse de 25%. Alors, c'est souvent la polémique, et c'est souvent les choses entre la majorité et l'opposition au moment des votes du budget, en disant, voilà, le budget est mal fait parce qu'on a un taux d'épargne brut qui devrait être ça, il n'est pas à la hauteur, etc. Et donc, en fait, ça veut dire que quand on a une épargne brute, pas qui baisse, mais plutôt qui augmente ou qui se stabilise, bah, ça veut dire qu'on est plutôt des bons gestionnaires, puisque ça veut dire qu'on arrive à plutôt réussir à sortir du résultat, ce qui permet d'alimenter pour les investissements d'année d'après. Et là, comme de par hasard, et ben, comme on n'a pas la baisse des 25%, parce qu'a priori on a bien géré, et ben, on n'a plus droit au filet de sécurité. Donc non seulement les 100 000 qu'on devait avoir en complément, on ne les a pas, mais ils viennent de nous envoyer un petit courrier en nous disant que ces 47 079, il faudrait qu'on les rembourse. Donc on avait envie de contester la chose, mais comme l'État n'a vraiment plus de sous dans les caisses, l'État a décidé de nous le retirer sur les avances de novembre et de décembre. Donc de toute façon, qu'on conteste ou qu'on ne conteste pas, les 47 000 vont nous être retirés de notre budget avant la fin de l'année. Voilà. Je vous laisse juge de la chose. On va vous présenter maintenant un tableau concernant le nouveau planning de la police municipale. Alors, c'est un tableau qui est aussi passé au comité technique et qui se répartit en deux plannings, en fait. Vous avez la semaine 1, qui est une semaine en période scolaire, d'accord, pendant l'année où il y a les semaines où il y a école. Et vous voyez que donc, on démarre toujours le matin à 8h. Là, une première équipe avec 2 agents commence à 8h et finit à 17h, ce qui est le cas aujourd'hui, en normal. Et puis, on va insérer les lundis soirs, mardi soir et jeudi soir, une brigade jusqu'à 19h, patrouille jusqu'à 19h. Et puis les mercredis soirs, où il y a beaucoup d'activités au complexe, et les vendredis soirs, jusqu'à minuit. Ok ? Ça, c'est le premier planning. La deuxième semaine, c'est les plannings de l'APM qui sont pendant les vacances scolaires, en fait. hors temps scolaire. Où là, vous voyez bien que, en fait, la présence du lundi après-midi et soirée est reportée au samedi. Donc en fait, ce qu'on peut appeler la brigade de soirée, là, ne travaillera pas du lundi au vendredi, mais travaillera du mardi au samedi, pour avoir une présence le samedi de 14h à 23h. Sachant qu'on conserve aussi le vendredi jusqu'à minuit et le mercredi jusqu'à minuit, pour essayer d'avoir une présence plus importante à ces moments-là, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a et les problèmes de voisinage, les problèmes de circulation, et des choses comme ça. Alors, ce planning reste évidemment indicatif, puisque pour que le système fonctionne et que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait quelques surprises de temps en temps. Puisque si on sait qu'à partir de telle heure, il n'y a plus l'APM, ou que tel jour, elle finit à 19h ou de finir à 23h. Donc, le point de départ, c'est celui-là. C'est aussi susceptible d'évoluer. On a acté aussi que, de temps en temps, en particulier au moment où il y en a besoin, donc au début de l'été, peut y avoir des présences le dimanche aussi.
puisqu'il y a excessivement de nuisances qui nous sont remontées par les habitants, il y a des incivilités, entre autres les tontes dimanche après-midi, ou les bruits de bricolage, ou etc. etc., etc. Voilà. Donc l'idée, c'est de conserver le même service de PM en journée pour tout ce qui touche aux enfants scolaires, sécurisation, voirie, police du cimetière, police des chiens, des arrêtés, etc. Hein. Et puis aussi avoir une équipe qui sera plus destinée à la soirée, qui pourra tourner en binôme avec les gendarmes ou faire des contrôles communs avec les gendarmes de façon à étoffer les effectifs et permettre d'avoir une présence qui soit plus importante et plus dissuasive pour la sécurité des bâtiments. Voilà. Donc la poste, j'y reviens pas, j'en ai parlé en détail tout à l'heure lors de la délibération. Je vais vous parler maintenant, parce que je vous en avais touché un mot tout à l'heure, de Dexia. Nos amis Dexia. Vous vous souvenez de l'histoire de l'emprunt en reste. Alors, ce qui est assez bien, c'est que nous avions, en contestant, en allant en justice, on avait réussi dans un premier temps à faire baisser le capital de 150 000 €. Et puis, on avait eu la bonne surprise au premier volet de la liquidation de voir arriver un versement de 160 000 €. Et a priori, on nous avait dit c'est terminé. Il y a quelques temps, on a eu une troisième surprise, où dans la liquidation, il y a encore, alors je vais vous dire la somme exacte, les filles et les moins, 166 000, voilà, 166 000 €, alors qui ne nous sont pas renvoyés directement comme l'autre fois, mais qui vont venir en dégrèvement du capital restant dû et de l'emprunt qu'on continue à payer, puisque vous savez qu'on paye, c'est la délibération qu'on a prise tout à l'heure, là, les 62 000 chaque année, donc c'est à peu près 15 000 par trimestre, ça va descendre à 11 900. Donc ça va nous faire quasiment gagner une trimestrialité par an. Et au bout, puisque ça s'éteint en 2038, on aura quand même gagné encore 200 000 €. Donc sur l'opération, sur quelque chose qu'on a subi, hein, parce que voilà, c'était comme ça, sur les 1,8 million de capital au départ qui restait à payer pour du vent, hein, on aura réussi à faire baisser la note de pratiquement presque 600 000 €, aux alentours de 600 000 €, ce qui est quand même quelque chose à signaler et de très bien. Donc vous le verrez sur le budget de l'année prochaine, hein, au lieu d'être à 62 000, on sera à 48 000. Une bonne nouvelle sur le centre médical dont on parlait tout à l'heure, à croire qu'on est attractif, puisqu'on a 2 ergothérapeutes et probablement 1 voire 2 kinés qui vont arriver dans la partie qui avait été réhabilitée en deuxième phase. Donc on a eu, c'était sur le gaz depuis un petit moment, on a eu l'accord des ergothérapeutes et le contact avec le kiné qui travaille avec elles à l'endroit où ils sont, est plus qu'intéressé, a demandé à nous rencontrer pour prendre le reste du local, puisqu'ils vont prendre le local en entier et ils vont se répartir les espaces à l'intérieur entre les ergothérapeutes d'un côté et le ou les kinés de l'autre. Alors c'est pas gênant de recevoir des kinés parce que les nôtres sont débordés de toute façon, hein, qu'à 2, il y a plus de 6 mois d'attente, donc il y a la place pour un 3e, voire même un 4e, sans que ça risque d'entacher leur clientèle. Un petit mot sur l'état des procès, puisqu'on a eu trois notifications de procès qui sont arrivées ces derniers temps. Alors, soit sur les choses que l'on a fait nous, puisque c'est le cas des marronniers, là, où la requête des habitants a été déboutée, puisque les permis avaient été donnés en conformité avec la loi. Et la commune va toucher 750 € d'indemnité, puisqu'à chaque fois qu'on est attaqué, on est obligé de prendre un avocat et ça coûte de l'argent. Donc là, en l'occurrence, c'était une décision qui a été faite par nous, de notre part, donc ça ne posait pas de souci. Quand c'est des divisions de terrain, des gens qui divisent le terrain, qu'on instruit, qu'on est obligé de donner la division parce qu'elle est légale, et que l'habitant attaque la commune parce qu'il veut empêcher que la division se fasse, les juges sont un peu plus sévères, puisque là, sur les 2 autres attaques de division qu'on a gagnées, le juge condamne les gens à 1 500 € pour que ça couvre à peu près les frais de la commune. Je voudrais revenir juste sur l'histoire des marronniers, pour vous dire que ce sera...
c'est là que c'est un petit peu drôle, c'est que ce sera un des premiers écoquartiers de la commune pour 4 raisons. La première, c'est que les arbres qu'on nous accuse d'avoir honteusement coupés, eh ben, il y en aura 2 fois plus qui seront replantés au même endroit. Déjà, ça c'est une première chose. Et ça, c'est pas simplement de notre fait, c'est parce que dans la révision du PLU, on l'a inscrit. Et donc, comme on l'a inscrit, eh ben, on oblige les gens à le faire. Donc, il faut arrêter de raconter des cracks et n'importe quoi aux gens quand on dit qu'on n'est pas des gens qui sont favorables à l'environnement. C'est faux. C'est même et je peux même le prouver, ce sont même les habitants autour. On avait reçu il y a quelque temps plusieurs mails nous demandant de couper les arbres parce que les gens avaient peur que ça tombe sur leur maison, comme on a des mails de gens qui nous demandent de couper les peupliers derrière la terroigne parce que ça risque de tomber sur leur maison. À chaque fois, on fait faire des études. Celui de la terroigne, il y a eu 48 peupliers d'analyser. Il y en a un qui a été coupé parce qu'il était mort et 2 autres qui ont été taillés parce que c'était nécessaire. Les autres sont en très bonne santé, il n'y a pas de souci. Et sur les arbres qui étaient au marronnier, c'est pareil, il n'y avait pas lieu de les couper pour maladie ou pour désagrément des gens. Alors après, on aménage différemment et on fait différemment. Donc oui, ils ont été coupés, on est d'accord, c'est pas bien, mais on compense, puisqu'il y en a eu 11 de coupés et il y en a 25 qui vont être replantés. Donc il y en a plus du double qui vont être replantés. Pourquoi je parle d'écoquartier? Parce que c'est aussi le premier quartier de la commune pour lequel, pour aller dans le sens des problématiques de sécheresse et de pluie, vous savez que sur les eaux pluviales aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont enterrés et que les eaux pluviales sont collectées et partent dans les réseaux d'eau pluviale. C'est le premier lotissement de la commune et un des premiers que l'Interco fait, où on a obligé les gens à absorber les eaux de ruissellement sur la parcelle. Pourquoi? Parce que en réduisant les surfaces de construction, donc les maisons sont effectivement un peu plus hautes, et en faisant des maisons plus petites sur les terrains, ce sont les parcelles qui absorberont. Alors il y a un trop-plein par sécurité quand même, hein, pour le cas où, voilà, mais ce trop-plein ne fonctionnerait que lorsqu'il y aurait un orage pharaonique. Donc les absorptions, toutes se font à la parcelle, de façon à ce que ça aille plus rapidement dans la nappe phréatique, et que surtout ça ne ruisselle pas. Ça c'est le deuxième point qui a un intérêt environnemental. Le troisième, c'est que c'est un test qu'on fait pour essayer de le développer après sur l'ensemble de la commune. L'ensemble de l'éclairage de ces lotissements seront ce qu'on appelle des éclairages à détection. Alors c'est assez nouveau et assez moderne. En fait, ce sont des lampes à LED sur lesquelles il y a l'histoire de l'abaissement de puissance comme on a ailleurs, hein, entre minuit et 5 heures, où on peut réduire la puissance. Et là, on peut la réduire drastiquement, beaucoup plus. Au lieu d'être à 50% de la puissance, on peut descendre à 10 ou 20% de la puissance, puisque au moment où vous en avez besoin, au moment où une voiture arrive, ou au moment où un piéton arrive, le lampadaire le détecte et remonte en éclairage et se réteint avec une temporisation qui est à déterminer, mais ça permet de ne pas avoir un éclairage en permanence et ça favorise aussi la biodiversité. Et puis le quatrième aspect, c'est que sur cette partie-là, sur la partie au fond du lotissement qui donne sur un chemin piéton, on y installera des boîtes, ce qu'on appelle des boîtes à insectes, hein, mais pour favoriser la biodiversité et pour conserver les espèces qui nichent sur ces endroits-là, pour les conserver sur l'endroit. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et puis on va aussi saluer la création d'une nouvelle association qui a fait une première manifestation en partenariat avec nous la semaine dernière. Alors, il pleuvait, donc il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais on va les aider à travailler sur la communication. C'est l'association qui s'appelle Éco-Partage, qui va faire beaucoup dans un premier temps de ramassage de déchets ou de choses qui sont les plastiques qui sont pas forcément jetés mais qui volent et qui arrivent dans les haies ou au bord des routes, etc. Et puis on est en train de travailler avec eux aussi sur un verger, sur un potager et un verger un peu partagé de façon à ce que ça puisse on puisse aussi transmettre aux jeunes générations le savoir-faire des anciens qui, pour un certain nombre que je connais ici, ont des potagers assez fantastiques. C'est du travail et du savoir-faire, donc c'est aussi bien de pouvoir continuer à diffuser ça. Voilà. Alors, sur les questions, j'ai répondu à les questions d'Alliance. C'était sur les gens du voyage, sur les deux, sur les ordures et les gens du voyage.
Donc on ne va pas revenir dessus. Sur les questions des habitants... Alors excusez-moi, oui vous avez répondu sur les questions des gens du voyage, mais alors juste sur la deuxième partie de la question, sur des informations pour une reprise éventuelle du supermarché, vous avez des informations? Si je ne vous en ai pas donné, c'est que j'en ai pas. D'accord. Alors, ensuite, sur les questions des habitants, donc on a une question de Mme Cassio. Donc, alors ça revient aussi à me demander ce qui était fait sur le tas de détritus en tête de Saint-Patus, donc bon, je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une question qui a été réglée. On a un habitant de la rue du Poirier-Fourchu qui nous repose la question sur les trous qu'il y a sur la route qui est commune à Saint-Patus et à la Nilsec. Vous savez, puisque quand on arrive au centre médical, enfin, quand on arrive de la route de Lagny, au premier carrefour à droite, les bâtiments qui sont à droite là sont sur la commune de la Nilsec, sur un autre département et même sur une autre région. Le trottoir est effectivement dans le Hauts-de-France, hein, voilà. Et donc cette rue-là est principalement utilisée que les Patusiens, et donc le maire de la Nilsec ne peut pas faire les travaux sur la partie de son côté. Jusqu'à présent, on était totalement impuissant, puisque la le côté du territoire, voilà, territorialité, pardon, nous empêchait de pouvoir agir. Après, alors ça, on a rigolé quand on a reçu le courrier, parce que ça fait X fois que je le relance, on a reçu la semaine dernière, enfin, de la préfecture, la dissolution de l'AFR, l'Association foncière de remembrement, qui bloquait un peu toutes ces choses-là. Donc on va pouvoir, au moins dans un premier temps, pour nos habitants, puisque ce sont exclusivement nos habitants qui passent là, pouvoir faire des bouchages de façon à ce que ce ne soit pas dangereux, parce qu'il faut carrément passer de l'autre côté de la route à cause des trous qui se forment dans le lieu pour aller au Poirier-Fourchu. Voilà, et puis donc ce monsieur posait aussi la question de M. Richer, savez-vous pourquoi il y a beaucoup de coupures de courant ces derniers temps dans la commune? Non, on n'en a pas été informé par EDF, enfin, il n'y a pas d'explication précise. Alors c'est pas parce que les gens du voyage sont branchés, hein, c'est pas ça l'explication. Je pense que c'est soit des délestages, soit des coupures volontaires, le temps de faire des interventions sur le réseau, puisque c'est très souvent fait la nuit, pour que ça dérange le moins possible. Et ça dure entre 20 minutes et 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Donc voilà, j'ai malheureusement pas plus d'informations que ça. Il avait posé d'autres questions, mais qui font partie des sujets dont j'ai répondu. Et puis une autre dame qui m'a envoyé aussi, Madame Nadia Rulas, qui me demandait, donc pareil, jour du voyage, j'ai déjà répondu, qui nous demandait si on pouvait mettre l'ordre du jour des réunions afin de connaître les points abordés en amont et également de l'informer plutôt de la tenue de sa réunion. Alors, il y a des règles, hein, les réunions, on doit à minima les prévoir 5 jours à l'avance. Le conseil, c'est chez nous, avec les rapports procédés et toutes les choses, c'est une grosse machine, donc on n'est souvent pas prêt avant. Mais dans la diffusion de l'EDJ, il est affiché, parce qu'il y a la convocation qui est affichée sur les panneaux et les points qui seront abordés. Mais c'est juste de l'affichage, on ne l'a pas sur Internet. On ne l'a pas sur le site de la commune, si. Non. On peut s'enseigner de savoir si c'est faisable de mettre aussi sur le... Voilà, donc Madame Oulas, on mettra l'ordre du jour aussi sur le site de la commune avec les points abordés, de façon à ce que les gens puissent voir s'il y a des points qui les intéressent, à pouvoir venir au conseil. Voilà, merci beaucoup. Donc on a épuisé notre ordre du jour, le conseil de ce soir est terminé, on se retrouve... Alors, il y a samedi prochain, il y a le 11 novembre, il y a la commémoration des Verts, il y a la brocante victoire ligne, pas une dernière, 11 novembre. Il y a la brocante victoire du bâton et le salon d'automne, l'exposition, et on rediffuse, pour les gens qui n'avaient pas pu assister, parce que le fichier était corrompu, le film Oppenheimer, donc le 11 dans l'après-midi à 15h30. Le prochain conseil sera début décembre, je pense aux alentours du 10. On sera obligé d'en faire un deuxième dans la foulée, dans la semaine qui sera certainement la plus chargée. Voilà, merci de votre attention et prochain conseil.